Imagine, deux pays qui, au départ, ont tout pour réussir. La République démocratique du Congo, dans les années 60, ou la Birmanie, juste après la fin de la domination britannique. Indépendants, chargés d'espoir et de promesses, ces pays bénéficient de terres fertiles, de ressources naturelles en abondance et d'une jeunesse prête à bâtir l'avenir. Mais des décennies plus tard, ces rêves de prospérité se sont transformés en cauchemars, où la pauvreté domine, l'électricité est un luxe et l'éducation est hors de portée pour beaucoup. Quant à la croissance économique, elle est au point mort. Pourtant, ailleurs, d'autres nations parties d'un contexte similaire ont connu un destin bien différent. Le Botswana, ancien protectorat britannique, s'est imposé comme un modèle africain de stabilité et de développement. Plus à l'est, la Malaisie, autrefois colonie britannique, est devenue l'une des économies les plus dynamiques d'Asie du Sud-Est. Mais comment expliquer ces divergences? Pourquoi certains pays trouvent-ils le chemin de la prospérité tandis que d'autres restent englués dans la pauvreté? C'est un des plus grands mystères de l'histoire économique et nous allons le décrypter pour tenter de mettre à jour les véritables facteurs qui déterminent la richesse ou la pauvreté. Alors voilà le problème dans toute sa brutalité. Pourquoi certains pays restent pauvres? Répondre à cette question n'est pas une simple curiosité intellectuelle, c'est une nécessité profonde, car si nous ignorons les véritables causes de la pauvreté, nous risquons de commettre, là où nous vivons, des erreurs similaires à celles qui ont piégé d'autres nations. Sans cette compréhension, nous pouvons adopter de mauvaises politiques, laisser l'instabilité s'installer, négliger l'éducation ou la santé, et petit à petit voir s'éroder des décennies de progrès économiques. Même les pays prospères ne sont pas à l'abri. Le Venezuela, le Liban, l'Argentine, autrefois florissants, ils ont sombré en quelques décennies. Le problème n'est pas cantonné à quelques régions du globe. L'histoire nous enseigne que les mauvais choix, l'absence de réformes, la corruption ou la mauvaise gestion peuvent, tôt ou tard, enclencher la descente aux enfers, même là où la prospérité semblait acquise. Ne pas trouver les réponses à ces questions, c'est accepter que la misère puisse à nouveau surgir, prendre racine et paralyser l'avenir des prochaines générations. C'est laisser la confiance s'effriter, la violence augmenter et l'angoisse du lendemain s'installer. Mais il faut bien comprendre une chose, la pauvreté n'est pas un destin figé, c'est le résultat d'un système défectueux qu'on entretient souvent malgré soi. Voilà pourquoi il est crucial d'aller au-delà des excuses faciles et des histoires rassurantes. Décortiquer les raisons pour lesquelles certains pays stagnent pendant que d'autres décollent, c'est prendre conscience de ce qu'il faut encourager, défendre ou au contraire combattre pour que nos sociétés, où qu'elles se trouvent, ne retombent jamais dans le piège de la pauvreté. Face à la misère persistante de certains pays, on a longtemps cherché des recettes miracles. Des spécialistes de diverses institutions internationales ont martelé des solutions clés en main, convaincus qu'elles reproduiraient le succès des pays développés. Pourtant, ces stratégies ont souvent manqué leur cible. L'économiste William Easterly les a étudiées en détail et il met le doigt sur 3 remèdes populaires qu'on entend souvent, mais qui n'ont pas changé la situation. L'investissement, l'éducation et le contrôle démographique. Prenons l'investissement. Dans les années 50, on croyait que le problème venait d'un manque de capital et d'équipement industriel. La solution, parachuter des machines, construire des routes, des usines et forcer l'épargne pour créer un cercle vertueux. On s'inspirait alors, ironiquement, du faux succès de l'Union soviétique. Mais cette approche a échoué. Pourquoi ? Parce que l'investissement en lui-même ne crée pas de richesse durable s'il n'est pas orienté par des signaux de marché, donc par une demande réelle, le profit et la perte. Injecter du capital dans le vide, sans institution solide ni cadre légal fiable, conduit à une allocation inefficace des ressources, à des infrastructures qui rouillent et des produits que personne n'achète. L'argent tombe à côté de la cible. Ensuite, l'éducation. Pour beaucoup, c'est une évidence. Les pays riches ont une population très instruite. Donc, éduquer davantage les gens dans les pays pauvres devrait créer de la croissance. Sauf que les études citées par Easterly montrent l'inverse. Des régions qui ont fortement accru leur taux de scolarisation n'ont pas vu leur économie décoller pour autant. Pourquoi ? Parce que l'éducation, comme l'investissement, n'est pas une baguette magique. Sans un contexte économique sain et sans institutions capables de valoriser les compétences acquises, l'éducation ne débouche pas sur plus de productivité. Un diplôme dans un environnement sans opportunité réelle, c'est comme un bateau sans eau. Il a du potentiel, mais il est condamné à rester immobile. Enfin, le contrôle démographique. Pendant des décennies, on a cru que trop de population était un frein à la prospérité. On s'est dit, moins de bouches à nourrir, c'est plus de ressources pour chacun, et les pays riches ont moins d'enfants, alors reproduisons ce modèle ailleurs.
C'est une erreur fondamentale, car les humains ne sont pas de simples bouches à nourrir, ce sont aussi des innovateurs, des producteurs d'idées, d'entreprises et de solutions. Les politiques pour réduire la natalité n'ont pas engendré de croissance durable, elles ont causé des dégâts sociaux et moraux considérables, sans améliorer les situations économiques. Là encore, la relation était inversée. La baisse de la natalité est une conséquence du développement, pas sa cause. Au-delà de ces trois grandes illusions qu'on entend encore aujourd'hui, d'autres fausses pistes existent, telles que la géographie ou le climat. Bien entendu, ces deux facteurs jouent un rôle significatif, mais ils n'expliquent pas tout. Sinon, des pays comme Maurice, une île isolée sans ressources naturelles, la Corée du Sud, autrefois dévastée par la guerre et également sans ressources naturelles, ou encore le Chili, coincé entre les Andes et le désert d'Atacama, n'auraient jamais pu prospérer. Encore une fois, chercher une cause unique ou un levier simpliste, c'est se condamner à l'échec. L'investissement, l'éducation de masse, la baisse des taux de natalité ou la stabilité démographique, tout ça émerge naturellement quand le tissu économique, institutionnel et légal est sain. Quand on les impose de force, on échoue. Revenons aux fondamentaux. Qu'est-ce qui permet réellement à un pays de se développer ? L'économiste Adam Smith, dès le XVIIIe siècle, avançait une idée simple et puissante. Il disait, je cite, « Pour élever un État du dernier degré de barbarie au plus haut degré d'opulence, il ne faut que trois choses, la paix, des taxes modérées et une administration tolérable de la justice. Tout le reste est amené par le cours naturel des choses. » Commençons par la paix. Tant qu'il n'y a pas de paix, les ressources, qu'elles soient humaines ou économiques, se concentrent sur la destruction plutôt que sur la production. Et personne n'investira dans un pays où son capital risque d'être pillé ou détruit le lendemain. La paix, c'est le socle. Sans elle, inutile de parler d'autre chose. Ensuite, des taxes modérées. À quoi bon innover ou travailler dur si on se rend compte que la moitié de nos efforts sont confisqués par l'impôt ? Bien sûr, l'État doit financer l'essentiel, mais il faut un équilibre. Trop de pression fiscale décourage l'initiative, l'investissement et au final, la création de richesses. Enfin, une administration tolérable de la justice. Qu'est-ce que ça signifie ? Une justice capable de protéger nos droits. Propriété, contrat, liberté fondamentale. Si vous bâtissez quelque chose aujourd'hui, mais que demain on vous le vole sans que personne ne lève le petit doigt, pourquoi continuer à créer ? Une justice équitable inspire confiance. Ainsi, les gens savent qu'ils peuvent investir du temps, de l'argent ou des idées sans le risque de se faire dépouiller. Prenons l'exemple de l'Estonie. Après la chute de l'Union soviétique, ce petit pays a, dès 1991, mis en place un état de droit solide et une fiscalité simple. Résultat, l'Estonie s'est hissée parmi les leaders européens en matière d'innovation et de croissance économique. Ce n'est pas un hasard, c'est la conséquence logique de règles claires, de liberté et de sécurité juridique. Plus largement, de nombreuses études ont confirmé l'importance de la liberté économique. L'Institut Fraser, par exemple, montre une forte corrélation entre liberté et prospérité. Des pays comme Singapour ou la Suisse, très libres sur le plan économique, figurent parmi les plus riches au monde. Inversement, des nations autrefois prospères, comme le Venezuela, se sont effondrées en s'éloignant de ces principes. Mais attention, tout ne se résume pas à la liberté économique. Encore faut-il que les règles soient claires, appliquées et justes. Sans ça, c'est la porte ouverte à la corruption, aux privilèges et aux abus. Un capitalisme mal encadré n'est pas plus vertueux qu'un système autoritaire. Ce qui compte, c'est un environnement juste, stable et responsable, où la créativité humaine est réellement récompensée et où les erreurs sont corrigées efficacement au lieu de conduire à des gaspillages sans fin. Offrez aux individus ce cadre juste et équilibré et laissez agir leur ingéniosité. C'est ainsi que de nombreux pays ont déjà brisé le cycle de la pauvreté et c'est ainsi qu'ils continueront à le faire. Après avoir exploré les racines de la prospérité et compris pourquoi certains pays restent piégés dans la pauvreté, on est en droit de se demander, et nous en France, qu'allons-nous faire de tout ça ? À première vue, ces enjeux semblent bien lointains. Nous avons des infrastructures solides, une administration qui fonctionne, un accès à l'éducation et à la santé. Mais l'histoire nous montre que rien n'est gravé dans le marbre. Un système trop complexe, une bureaucratie pesante, une justice trop lente ou une corruption qui s'installe en douceur peuvent, à la longue, freiner la croissance, réduire la mobilité sociale et brider l'innovation. C'est pourquoi la vigilance est de mise, même ici. Et concrètement, qu'est-ce que ça implique ? Premièrement, s'informer avec discernement. Ne pas gober les clichés faciles sur la richesse ou la croissance. Quand vous lisez une information qui joue trop sur vos émotions, comme la pitié ou la jalousie, une alarme devrait s'activer dans votre tête. Posez-vous la question, est-ce que ça m'informe vraiment ou est-ce que ça cherche juste à me manipuler ?
Prenez le temps de chercher des analyses solides et des faits vérifiés. Suivez des médias sérieux et indépendants. Écoutez des économistes qui expliquent comment les institutions façonnent nos choix. Vous n'avez pas besoin de lire des rapports complexes de la Cour des comptes ou de l'OCDE, mais regardez-en les synthèses, relayées par des médias ou des vulgarisateurs fiables. Deuxièmement, exigez une gouvernance responsable de nos dirigeants, pas seulement avec notre vote, mais aussi en soutenant des initiatives qui combattent la corruption, simplifient l'administratif ou encouragent l'entrepreneuriat. En France, il existe des initiatives citoyennes, des startups, des incubateurs et des collectivités qui expérimentent déjà de nouvelles approches. Les aider, c'est participer à créer un environnement où l'innovation, l'investissement et la création de valeur trouvent leur place. Troisièmement, agir au quotidien en tant que consommateur, salarié ou entrepreneur. Choisir des entreprises transparentes et respectueuses des règles. Signaler les dysfonctionnements, les monopoles injustifiés et les obstacles réglementaires. Les retours concrets du terrain, relayés par les médias ou les réseaux sociaux, peuvent peser sur les décisions politiques. Enfin, partagez ces idées, parlez-en autour de vous, sur les réseaux, dans les débats. Montrez que l'économie n'est pas une affaire lointaine, qu'elle repose sur des règles claires, une concurrence saine et la liberté d'entreprendre. Incitez les autres à questionner les fausses évidences, à éviter les solutions simplistes, c'est déjà avancer vers plus de lucidité et de responsabilité. La France n'est pas la Birmanie ou le Zimbabwe, et c'est précisément parce que nous avons déjà un socle institutionnel solide que nous pouvons prendre conscience de la fragilité de ce socle et de l'importance de le renforcer plutôt que de le laisser s'éroder. Au final, le destin d'un pays ne dépend pas que de son histoire, mais aussi de la capacité de ses citoyens à maintenir une dynamique saine qui encourage la prospérité et la liberté. Aujourd'hui, nous avons le choix entre vigilance ou passivité, et entre lucidité ou complaisance. L'histoire est faite de nations qui ont su se relever, et d'autres qui se sont effondrées. À nous de décider si nous voulons préserver ce qui fonctionne, corriger ce qui ne va pas, et construire un avenir à la hauteur de nos ambitions. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et à très bientôt pour continuer ensemble à explorer ce monde fascinant qu'est l'économie. À la prochaine!